Bien, bonjour à tous. Je propose de démarrer. Il est à peu près l'heure qui était convenue pour le démarrage de ce webinaire. Et puis, je pense que quelques personnes pourront encore nous rejoindre dans cette phase d'introduction. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, et donc élaboré dans le cadre du plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés d'Île-de-France, sur le sujet donc de l'accès à l'apprentissage des personnes en situation de handicap en Île-de-France. Donc, bienvenue à tous et merci pour votre participation. Juste tout d'abord quelques informations pratiques avant d'introduire ce webinaire. Alors tout d'abord, on est donc sur un webinaire, donc en tant que participant, c'est normal si vous vous demandez pourquoi on ne vous voit pas, ni on ne vous entend pas. Effectivement, c'est normal, vos micros et caméras sont désactivés. Par contre, vous pouvez bien évidemment poser vos questions, alors notamment dans l'onglet questions et réponses que vous voyez en bas de votre écran, plutôt que dans l'onglet conversation d'ailleurs. Et donc, on essaiera peut-être en fin de webinaire de garder quelques minutes pour répondre à quelques questions et surtout d'apporter une réponse écrite ensuite, qui vous sera diffusé, ainsi que le support qui sera présenté aujourd'hui à l'issue de ce webinaire. Donc, vous aurez les réponses aux questions qui seront posées, dans tous les cas, dans quelques situations peut-être par oral à la fin, et en tout cas par écrit. Et puis sinon, voilà, vous prévenir que le webinaire est enregistré et donc sera diffusé sur le site internet du Prix d'Île-de-France, ainsi que sur celui de la GFI. Voilà, donc c'est quelques informations pratiques. Et pour introduire ce webinaire, je laisse la parole à Céline Noailles-de-Gors de la Direct Île-de-France. Oui, bonjour à tous. Merci Grégoire. Alors, oui, dans le cadre de cette Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, les partenaires du plan régional d'insertion de travailleurs handicapés d'Île-de-France vous proposent ce webinaire dédié à l'apprentissage. Alors, vous le savez, dans ce contexte inédit de crise sanitaire, l'État soutient l'emploi par de nombreuses mesures, en particulier pour les publics jeunes, pour l'alternance et également pour les personnes en situation de handicap, auxquelles il dédie 100 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Alors, le développement de l'accès à l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap est une priorité nationale, avec un objectif d'augmentation pour atteindre quelques 10 000 apprentis d'ici fin 2021. L'amélioration du niveau de qualification globale de ce public est essentielle pour faciliter leur accès à l'emploi. Comme le disait Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap, en ouvrant cette semaine, il faut oser l'emploi pour construire ensemble une société inclusive. Les entreprises doivent passer le pas et ne pas avoir peur de la différence, d'autant que s'ouvrir aux enjeux de l'inclusion, c'est aussi, et souvent par de simples choses, faire évoluer son management, améliorer le dialogue social, regarder l'organisation du travail, la répartition de tâches, autant de facteurs qui servent l'entreprise tout entière. Alors, nous souhaitons que cette heure que nous allons partager éclaire sur les enjeux, mais aussi et surtout sur les moyens conséquents sur lesquels l'employeur peut et doit s'appuyer pour être un acteur inclusif par l'apprentissage. Nous vous invitons à commencer ce webinaire par une illustration concrète d'une vidéo de quelques minutes. Voilà, donc je vais vous diffuser cette vidéo. Je vais donc repartager un autre écran, petite seconde de manipulation, et c'est parti. Voilà, donc là vous devez voir la vidéo qui s'affiche. DL Consultant, une structure de 4 collaborateurs. On fait les bulletins de salaire pour des entreprises, tout secteur d'activité, quel que soit l'effectif. Mon rôle, c'est la saisie des bulletins de salaire et leur contrôle. Les sociétés envoient par mail les informations à Monsieur Baba, qui les réécrit pour que je puisse les comprendre aisément, parce que la langue des signes est ma langue maternelle. Lors d'une matinale qui était organisée par un syndicat patronal, c'est quelqu'un de Cap Emploi qui m'a donné le CV de Solange. Et son parcours m'a interloqué, donc j'ai voulu la rencontrer. Bonjour. Avant, j'ai travaillé dans un hôpital comme aide-soignante, puis en cuisine.
En parallèle, je travaillais comme bénévole dans une association où je gérais un peu les payes. Ça tournait beaucoup autour des chiffres. Et moi, j'aimais bien, mais je voulais le faire de manière professionnelle. Donc, lors de l'entretien avec Solange, il y avait un traducteur en langue des signes. Malgré cette communication différente, mon impression en fait a été confirmée. Et on la sentait perfectionniste. Elle avait une envie de s'investir dans ce métier-là. J'avais trouvé une formation qui me convenait pour devenir gestionnaire de paye en 9 mois. Mais j'avais besoin de trouver très rapidement une entreprise en alternance, car la formation avait déjà commencé depuis 2 mois. J'ai rencontré Solange en mai 2018 et en juin 2018 je l'embauchais en contrat de professionnalisation et elle obtenait son diplôme en décembre 2018. En rattrapant les 2 mois de retard, je crois qu'elle était la meilleure même de sa promotion. J'étais 1 semaine par mois en formation et 3 semaines en entreprise. Le centre de formation s'est bien adapté à ma situation. Il y avait beaucoup de visuels, de chiffres et pas trop de français. En janvier 2019, je l'ai embauché en CDD pour une confirmation en août 2019 en CDI. Solange acquiert un savoir-faire de plus en plus important, ce qui nous permet de lui confier un portefeuille conséquent. J'utilise un ordinateur pour travailler, c'est très visuel, il y a beaucoup de chiffres. Il suffit de montrer aux collègues ce que l'on fait et puis on complète par du texte. En fait, au quotidien, on a fini par développer notre propre système de communication avec Solange. La GFIP nous a financé l'achat d'une tablette avec un logiciel spécifique qui permet de traduire ce que l'on dit en texte. C'est plutôt fiable, mais parfois, il y a des mots qui sont mal traduits, et puis parfois, ça crée une ambiance aussi. On en rigole. Au début, on passait beaucoup par l'écrit, mais ils sont très ouverts. Très vite avec moi, ils ont acquis leurs premiers mots en langue des signes. Je leur donne pas un cours, on échange de manière très naturelle pendant les pauses. Le citron. Ah oui, d'accord. Donc toute l'équipe envisage de suivre une formation en langue des signes pour favoriser les échanges dans la langue de Solange. La GFIP nous a financé aussi des traducteurs en langue des signes qui viennent régulièrement, notamment quand on fait des réunions à plusieurs. Je suis vraiment très contente. J'ai vraiment envie de continuer. Je suis super satisfait du travail en équipe, des objectifs qu'on a atteints. Bon, maintenant, j'aimerais bien que l'entreprise puisse embaucher d'autres personnes sourdes, parce que quand on est plusieurs, c'est plus facile. Je serais complètement prêt à réembaucher des personnes en situation de handicap, sachant que mon entreprise se développe et dans le futur et peut-être proche, en 2020, j'aurai sûrement un recrutement à venir. Voilà pour cette vidéo. Donc, je vais revenir sur le support maintenant et passer la parole à Monsieur Christophe Serroux, référent régional apprentissage au sein de la DIRECT, pour évoquer quelques points sur la réforme de l'apprentissage suite à la loi du 5 septembre 2018 et le contexte régional de l'apprentissage en Île-de-France. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Serroux. Alors, je ne vois pas le PPT à l'écran. Je ne sais pas si tout le monde l'a à l'affichage. Est-ce que vous le voyez là? C'est bon? Non? Non. Et là? Non plus? Apparemment, les autres personnes. Alors, du coup, moi, Très bien. Donc, je vais improviser sans voir le support. Donc, je voulais vous rappeler un peu le cadre de la réforme donc de l'apprentissage issue de la loi du 5 septembre 2018. Ces grands principes, le cadre financier, juridique a été profondément rénové à l'issue de cette loi qui maintenant remonte à plus de 2 ans. Une réforme qui simplifie donc le contrat d'apprentissage, les moyens de financement et le développement de l'offre de formation par apprentissage. Alors, est-ce que vous voyez le diaporama, Monsieur Serroux? Non, vous le voyez pas? Non. Alors attendez, du coup, je vais l'ouvrir de mon côté, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Je crois que les autres personnes le voient, a priori. Voilà, donc je l'ai ouverte de mon côté. Donc désolé pour ce petit contretemps.
Donc, pour vous rappeler donc la réforme de l'apprentissage donc définit donc ce que c'est qu'une action de formation par apprentissage. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que maintenant les CFA sont des organismes de formation de droit commun, donc ce qu'on appelle des organismes de formation par apprentissage, et donc sont soumis comme tels à la réglementation de tous les organismes de formation. L'OPCO prend en charge donc les contrats d'apprentissage au niveau fixé par les branches professionnelles. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que la réforme place au cœur du système vous, les acteurs économiques, les entreprises, puisque ce sont bien les branches professionnelles qui fixent le niveau de prise en charge de financement des formations par apprentissage dans les CFA. Et c'est bien les entreprises qui définissent les besoins en compétences qui sont nécessaires et à développer donc dans l'ensemble des secteurs économiques. Ce niveau de prise en charge, la loi permet de le moduler, de le majorer, donc d'améliorer la prise en charge financière pour un CFA qui propose donc une formation à une personne en situation de handicap. Donc vous avez un décret du 28 décembre 2018 qui précise que cette modulation peut être majorée dans la limite de 50% du niveau de prise en charge. Je vous ai signalé que donc il y a un projet donc de décret qui est en acte de publication, qui va sortir dans les prochains jours, qui prend en compte une majoration adaptée aux besoins de compensation de chaque apprenti. On situera ces modalités de majoration. On va l'aborder un peu plus tard avec le rôle donc du référent handicap dans les CFA. Cette réforme, donc, elle modifie aussi, elle simplifie le contrat d'apprentissage. L'apprentissage, c'est un contrat d'apprentissage entre vous, employeur, entreprise, et un apprenti, conclu donc pour des bénéficiaires âgés entre 16 et 29 ans pour une durée de 6 mois à 3 ans. Vous allez voir qu'il y a une dérogation à cette limite d'âge puisqu'il est supérieur pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. L'apprenti qui est en situation de handicap, si sa situation l'exige, l'enseignement qui est dispensé donc dans un centre de formation peut être prolongé, augmenté d'une année supplémentaire. Donc ça a un impact aussi sur le contrat d'apprentissage puisque le contrat d'apprentissage sera prolongé d'une année supplémentaire. Pour les entreprises, je vous rappelle une règle aussi simple, c'est que effectivement, si vous recrutez un apprenti, vous êtes limité par votre capacité d'accueil et aussi votre capacité d'encadrement, puisque la loi prévoit que le nombre maximal d'apprentis est de 2 par maître d'apprentissage. Cette réforme, elle redéfinit aussi les missions et les obligations des CFA. Il y a 14 missions qui sont listées par la loi. Ces 14 missions peuvent faire l'objet d'un contrôle par les agents de la Directe, du département du contrôle de la formation professionnelle. Parmi donc, ces 14 missions, les 2 premières que je vous ai affichées donc, dans le PowerPoint. La première, c'est bien d'accompagner les apprentis, et y compris ceux en situation de handicap, à s'orienter sur une voie de formation par apprentissage, les accompagner dans le développement de leurs connaissances et de compétences, et évidemment de tout faire, de venir en appui pour rechercher un employeur et faciliter leur intégration donc, au sein de l'entreprise. Un point donc, de la réforme qui est aussi central et important, c'est que la loi donc, a rendu obligatoire pour chaque CFA de nommer un référent handicap au sein des CFA. Vous allez l'aborder un peu plus tard donc, dans l'intervention. Le référent handicap, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'un des interlocuteurs privilégiés pour vous, entreprise, puisqu'il fait la jonction entre le CFA, l'apprenti, vous, l'employeur, et la famille. Alors, avant
Avant d'aborder donc le contexte de l'apprentissage en Île-de-France et on va dire les grandes tendances liées donc au recrutement d'apprentis en situation de handicap. Je vous rappelle que pour vous, entreprises, vous avez donc des facilités de recrutement, des aides financières qui vont être abordées un peu plus tard. Je vous rappelle aussi que si vous signez un contrat d'apprentissage, vous avez une période dite probatoire, donc pendant 45 jours, vous avez la possibilité pour les deux parties de rompre sans motif le contrat d'apprentissage. C'est aussi une mesure de simplification et de facilitation de recrutement. En tant qu'entreprise, je vous rappelle que vous allez aussi bénéficier d'autres avantages économiques, au-delà des aides financières qui vont vous être présentées. Il y a des frais annexes qui sont pris en charge par les ECO, notamment sur la formation des maîtres d'apprentissage, des dépenses liées au matériel pédagogique pour les apprentis, et puis un certain nombre de cotisations sociales ou d'exonérations de charges liées donc à un contrat de travail. Pour terminer le cadre de cette réforme, je voudrais juste vous rappeler quelques grandes tendances, quelques chiffres sur lesquels donc on travaille sur le développement de l'apprentissage. Donc sur la dernière campagne qui remonte à 2018-2019 sur l'ensemble des contrats d'apprentissage, vous voyez que seulement 0,5% des contrats qui ont été signés concernent un apprenti en situation d'handicap. Donc, on ne peut que constater que la part des travailleurs handicapés parmi les apprentis est donc très modeste. On peut aussi observer donc que les employeurs d'apprentis en situation de handicap sont concentrés sectoriellement et géographiquement. Ils sont la plupart plutôt à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Je vous ai aussi indiqué sur mon support donc les secteurs économiques où on observe le plus de contrats d'apprentissage. Donc c'est plutôt le secteur du transport et de l'entreposage, les services administratifs et de soutien, l'hébergement, la restauration et bien sûr l'administration publique. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les travailleurs handicapés sont moins représentés dans les deux secteurs les plus porteurs de l'apprentissage en Île-de-France, c'est-à-dire le commerce et la construction. Donc, vous voyez clairement un peu les écarts sur lesquels donc, il convient donc d'agir. Merci Monsieur Serroux pour ces éléments introductifs. On vous propose maintenant d'aborder les mesures et les aides en faveur de l'apprentissage et notamment les mesures de l'État dans le cadre du plan France Relance. Et je passe donc la parole à Céline Noailles-de-Gorce de la Directe pour ces mesures. Oui, merci bien Grégoire. Alors, on est bien sur un webinaire dédié à l'apprentissage, mais je voulais quand même vous dire quelques mots sur l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés qui est également portée par le plan de relance, avant d'évoquer ensuite l'aide exceptionnelle à l'apprentissage. Alors, cette aide à l'embauche des travailleurs handicapés, dont le montant peut aller jusqu'à 4 000 €, s'adresse à toutes les entreprises et associations qui recrutent entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Sachez que cette date du 28 février 2021 vient d'être prolongée jusqu'au 30 juin 2021. C'est une annonce faite ce début de semaine par le gouvernement. Cette aide à l'embauche est dédiée à l'embauche d'une personne en situation de handicap qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle est sans condition d'âge et elle concerne les contrats de travail en CDI, CDD d'au moins 3 mois pour une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le SMIC. Sachez également que lorsqu'un employeur bénéficie de l'aide lorsqu'il conclut avec le salarié un CDD ou un CDD dans les conditions que je viens de vous évoquer, et bien s'il prolonge en fait ce contrat sur lequel il a commencé à bénéficier de l'aide, s'il la prolonge par un CDI ou un CDD d'au moins 3 mois avant le 28 février, l'aide va se poursuivre jusqu'à hauteur de 4 000 €. Voilà. Peut-être que le décret qui sortira prolongera également cette dernière date du 28 février. Nous attendrons le décret pour vous confirmer tout cela. Alors revenons maintenant sur le slide suivant, sur l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis.
Alors, nous sommes sur une aide qui s'adresse également aux entreprises et aux associations qui recrutent entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 un apprenti de moins de 29 ans, sauf si cet apprenti est reconnu travailleur handicapé et dans ce cas, il n'y a pas de limite d'âge. L'apprenti doit être en préparation d'un diplôme allant du CAP au Master 2. Quant au montant de l'aide, ils sont de forfaitairement 5 000 € pour un jeune de moins de 18 ans et de 8 000 € pour un jeune de plus de 18 ans. Cette aide, sachez-le, permet donc de couvrir quasi intégralement le salaire de l'alternant. Alors, nous allons regarder juste quelques petits éléments complémentaires aux modalités donc, de cette aide. Donc, sachez que cette aide exceptionnelle, lorsqu'elle va être mobilisée, va se substituer à l'aide unique dont bénéficient les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti de niveau CAP à bac, avec, vous voyez, un montant donc de plafond de 4 125 € pour cette aide unique. Et donc, cette aide unique reprendra ensuite l'année suivante comme elle l'aurait fait sinon. Une condition un peu particulière pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés, elles seront éligibles à cette aide sous certaines conditions, en l'occurrence atteindre un seuil défini de contrat qui favorise l'insertion professionnelle, à savoir un seuil constitué de contrats en alternance, apprentissage et professionnalisation et de VIE, volontaire international en entreprise, tout ceci dans des effectifs de 2021. On rappelle également dans ce cadre-là le prolongement dérogatoire du délai d'accueil des jeunes en CFA de 3 à 6 mois. En effet, tous ces jeunes qui rentrent en formation donc, depuis le 1er août et ce jusqu'au 31 décembre 2020, quel que soit leur âge et quel que soit leur niveau de diplôme, ont un délai de 6 mois pour signer un contrat avec un employeur. Nous vous indiquons également sur le slide qu'il y a donc de l'outillage qui est en ligne à travers un guide pratique, donc sur le site du ministère du Travail, également un simulateur de calcul de rémunération et d'aide qui est à votre disposition sur le portail de l'alternance dont vous voyez l'adresse s'afficher, ainsi d'ailleurs donc un numéro d'appel qui vous permet de vous renseigner. Merci Céline. Donc, on propose de passer maintenant en complément de ces aides de l'État aux mesures exceptionnelles que la GFIP a également mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, y compris sur le volet de l'apprentissage. Et je vais donc laisser la parole à Myriam Franchetot de la GFIP qui va vous présenter ces mesures de la GFIP. Bonjour à tous, merci Grégoire. La GFIP a renforcé en fait ses aides depuis plusieurs mois maintenant avec le contexte que nous vivons tous actuellement et évidemment des aides qui viennent renforcer ce qui vous a été présenté précédemment. Donc aujourd'hui l'offre de la GFIP s'adresse aux employeurs de droit privé ou relevant du droit privé dont les entreprises en fait signataires d'un accord de branche ou de groupe sous condition si elles ont atteint le taux d'emploi des 6%, donc taux d'emploi qui est maintenant un taux d'emploi direct avec la réforme de l'obligation d'emploi. Et ces entreprises signataires d'accords, dès lors qu'elles ont atteint les 6% d'emploi de travailleurs handicapés dans les effectifs, peuvent à nouveau mobiliser les aides de la GFIP. Également, les employeurs les entreprises adaptées en fait peuvent bénéficier de nos aides dès lors qu'elles n'ont pas mobilisé en fait ou qu'elles ne sont pas concernées par les aides au poste. Sont également concernées les structures d'insertion par l'activité économique. On s'adresse également donc aux organismes du droit privé accueillant un jeune volontaire dans le cadre d'une mission de service civique. Et n'oublions pas également les travailleurs handicapés qui ont une activité indépendante. Alors, aujourd'hui, donc, on vous parle de l'apprentissage. La GFIP, en fait, a déployé une aide qui est complémentaire aux services, aux aides déjà de l'État, pour la conclusion d'un contrat en alternance, donc focus apprentissage. L'objectif de cette aide est vraiment d'encourager l'employeur à recruter une personne en alternance.
Alors, sont concernés, en fait, tous les employeurs, dès lors qu'ils ont signé un contrat en alternance. Le contrat doit avoir une durée minimum de 6 mois et une durée hebdomadaire d'au moins 24 heures par semaine. Viennent en complémentarité, en fait, donc des aides présentées précédemment et d'autres aides de la GFIP, dont l'accueil et l'intégration et l'évolution professionnelle, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Alors, l'aide est ouverte, du coup, aux contrats qui ont pris effet depuis le 1er mai et au plus tard le 28 février 2021, avec un montant maximum de 4 000 €. C'est un montant qui est proratisé en fonction de la durée du contrat. Je vais tout de suite vous présenter en fait un tableau. Alors, ce tableau, sur l'évolution des montants, alors on vous a mis l'ancien montant et le nouveau montant, à savoir que le nouveau montant, on est bien sur un contrat signé entre le 11 mai 2020 et jusqu'au 28 février 2021 à ce jour. Et du coup, vous voyez donc les différences de montants, donc la réévaluation de ces montants que vous pouvez du coup mobiliser auprès de l'AGFIP, donc toujours en complémentarité, je ne cesse de le répéter. Et que vous pouvez également donc mobiliser sans passer par un prescripteur, donc télécharger directement la demande de subvention sur le site de l'AGFIP, compléter le dossier et nous le retourner. Alors, tout à l'heure, je disais peut-être un peu rapidement que nous avons une aide à l'accueil et à l'intégration qui est complémentaire donc, aux aides précédemment présentées. On est vraiment sur l'objectif de la sécurisation de l'intégration de la personne en situation de handicap ou de la sécurisation de son évolution professionnelle ou de sa mobilité professionnelle. L'objectif est vraiment d'accompagner la prise de fonction dans l'intégration ou l'évolution professionnelle, vraiment pour que la personne puisse vraiment suivre son parcours dans l'entreprise. Sont concernés tous les employeurs d'une personne handicapée, que ce soit pour un CDI, la signature d'un CDI ou d'un CDD de plus de 6 mois. Ce qu'on y met dedans, en fait, ce sont l'accompagnement du manager à la prise en compte du handicap. Ça peut être du coaching, du tutorat, du temps d'encadrement dédié, voire même, en fait, si nécessaire, la sensibilisation des équipes ou la formation du collectif de travail pour que la personne qui intègre l'équipe se sente bien et le plus rapidement possible. Donc, on est vraiment dans ce système donc, du coup, de compensation. Et le plafond donc, est de 3 000 €. On est là vraiment pour absorber, si je puis le dire, le surcoût que pourrait engendrer en fait, l'intégration dans l'équipe ou l'évolution professionnelle donc en lien avec le handicap. On a noté ici que cette fois-ci, contrairement à l'aide que vous pouvez mobiliser directement pour la signature d'un contrat en apprentissage, qu'il s'agit d'une aide prescrite. Donc en fait, elle est intermédiée par Pôle emploi, Cap emploi ou une mission locale ou la GFIP pour co-construire en fait ce parcours d'intégration. Donc pour pouvoir mobiliser cette aide, il faut donc la solliciter auprès d'un de ces opérateurs du service public. On a également développé en fait ce qu'on appelle une aide exceptionnelle de soutien à l'emploi, et l'objectif est vraiment fléché là cette fois-ci sur le maintien du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, puisque on n'en oublie pas les jeunes qui étaient déjà engagés dans un contrat avec un employeur. L'objectif là est vraiment de soutenir les employeurs pour s'investir dans l'accompagnement des alternants. Alors cette fois-ci, alors que tout à l'heure je ne l'avais pas évoqué parce que ce n'est pas le cas, tous les employeurs ne sont pas concernés. Pour pouvoir bénéficier en fait de cette aide, il faut avoir moins de 250 salariés embauchés. Alors avant la crise sanitaire, donc cette fois-ci on a une condition particulière. Le contrat en alternance est en cours au moment du dépôt de la demande. Et là, en fait, en termes de montant, sur l'apprentissage, on a une aide qui est de 1 500 € pour un apprenti âgé de 18 ans
jusqu'à 21 ans, de 2 000 € de 21 ans à 35 ans et 2 500 € pour un apprenti âgé de plus de 35 ans. Et là, en tant qu'employeur, vous pouvez mobiliser cette aide sans passer par un prescripteur. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, je le reprends dans un petit exemple. Alors, on va prendre cette entreprise Tech1G qui est un bureau d'études qui emploie 21 salariés et qui recrute en fait en contrat d'apprentissage pour 2 ans Alicia qui a 20 ans, qui est reconnue travailleur handicapé, qui est porteuse d'un handicap auditif. Ça aurait pu être Solange, avec l'exemple qu'on a eu au démarrage de cette séquence. Et donc Alicia est inscrite dans un cursus, dans un BTS des systèmes numériques, option information et réseau. Alors Alicia ayant 20 ans, vous pouvez mobiliser l'aide exceptionnelle de l'État qui est de 8 000 €, comme vous l'a présenté Céline tout à l'heure. Une aide majorée de la GFIP, donc cumulable donc de 2 500 €. Mais vous pouvez également, pour pouvoir sécuriser en fait son parcours d'intégration, mobiliser l'aide à l'intégration dont je vous ai parlé précédemment, donc jusqu'à 3 000 €, donc pour le temps d'encadrement dédié, la sensibilisation des équipes. Alors ça peut être très bien si toutefois Alicia parle la langue des signes, comme on l'a vu dans l'exemple ce matin, ça peut être la mobilisation d'un interprète en langue des signes pour bien appréhender le poste. Ça peut être une petite initiation aussi à la langue des signes à l'ensemble de l'équipe pour apprendre à l'ensemble du collectif à dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Donc, on a cette aide à l'intégration, mais on a également, et là encore cumulable, le cofinancement possible de l'aménagement de la situation de travail. Et donc, si on reprend toujours le cas d'Alicia, là, ça peut être la mobilisation d'un interprète en langue des signes pour son entretien annuel d'évaluation, pour les réunions d'équipe, ou tout autre besoin qui pourrait être identifié au moment de son intégration. Évidemment, on ne va pas oublier que l'accueil de cette nouvelle collaboratrice dans cette structure rentre pleinement dans l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc contribue à cette obligation et aux 6% que doit atteindre cette entreprise. Alors, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc les systèmes de compensation du handicap. Donc j'ai parlé de l'accueil et l'intégration, j'ai parlé donc du cofinancement des aménagements de situation de travail qui peut être mobilisé directement par l'employeur. Il n'est pas obligatoire de passer par un prescripteur pour le faire. En tout cas, si le jeune est accompagné par un référent de parcours du Cap Emploi ou du Pôle Emploi, ça peut être toujours intéressant de le mobiliser également pour travailler cette adaptation à la situation de travail. Mais nous n'avons pas que ça, puisque nous avons également ce qu'on appelle, nous, des prestations d'appui spécifiques. En fait, ce sont des expertises, alors conseils, des techniques, modes de compensation, qui permettent de répondre à des besoins liés, en lien avec la conséquence du handicap de la personne. Donc là, l'objectif va être d'identifier le besoin en lien avec les conséquences du handicap à tout moment du parcours, en fait. Donc ça peut être dans l'entrée à la formation, ou comme ça peut être dans l'entreprise, en l'emploi, pendant son contrat en alternance, voire plus, puisque l'objectif de l'alternance est bien évidemment d'être pérennisé pour avoir un contrat CDI ou CDD, surtout CDI. Alors là, par contre, cette prestation d'appui spécifique, elle est prescrite, donc il faut passer par un opérateur, donc au Pôle Emploi, Cap Emploi aux missions locales. Alors ça, donc on est sur l'aide à la personne, on a d'autres aides à la personne, et j'ai pris pour exemple en fait la prothèse auditive pour les personnes déficientes auditives ou les aides au déplacement. L'aide au déplacement, en fait, c'est une aide qui va permettre aux jeunes salariés en fait de pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Donc ça peut être le financement d'un VTC, d'un véhicule particulier, quand la personne ne peut pas prendre les transports en commun ou ne se déplace pas seule. Et là, ce sont des aides qui peuvent être mobilisées directement par la personne ou intermédiées par Cap Emploi ou Pôle Emploi si la personne a un référent de parcours. On parlait également tout à l'heure de la formation, et c'est bien l'objet de cette rencontre.
Nous avons également déployé une ressource handicap formation. En fait, c'est une coordination de la mise en place de solutions pour sécuriser l'entrée et le suivi d'une formation, pour prendre en compte en fait le besoin de compensation. Puisque on a du coup ce volet formation qui a peut-être besoin d'être aménagé. Donc cette ressource handicap formation vient pour coordonner en fait le besoin de la personne, le besoin du centre de formation pour que la formation se déroule dans de bonnes conditions. Alors c'est pour les centres de formation, c'est vraiment une ressource en fait qui est mobilisable pour toutes les formations dites du droit commun. Donc pas les formations spécifiques. En tout cas, on a une adresse unique qu'on vous a remis sur le PowerPoint si cette ressource a besoin d'être mobilisée. Merci, merci Myriam. Donc, on a abordé effectivement jusqu'à présent les mesures et les aides en faveur de l'apprentissage et notamment de l'apprentissage des personnes en situation de handicap. On vous propose maintenant d'aborder également les acteurs en fait, qui vont être les interlocuteurs des entreprises pour les aider, les soutenir, à la fois dans le recrutement d'apprentis en situation de handicap et puis pour favoriser le bon déroulement des parcours pendant l'apprentissage. Donc ces interlocuteurs, on va aborder en l'occurrence les acteurs du service public de l'emploi, les CFA et puis les OPCO. Donc je propose dans un premier temps de vous présenter le rôle des acteurs du service public de l'emploi, donc en appui aux employeurs d'apprentis, avec le témoignage de M. François de Maillard du Cap Emploi de Paris. Voilà, merci Grégoire. Donc, je suis référent sur l'apprentissage sur le Cap Emploi de Paris. Je vais vous présenter très succinctement le Cap Emploi, son action, pour après vous présenter également le Pôle emploi très succinctement, parce que nous sommes effectivement partenaires dans le cadre du service public de l'emploi, et je vais faire un focus bien sûr sur l'apprentissage à travers notre méthode et 2 exemples. Alors, notre rôle, donc notre organisme est financé notamment par l'AGFIP, par le Pôle emploi et par d'autres organismes pour accompagner les personnes et les entreprises dans le cadre de l'accès à l'emploi et du maintien dans l'emploi. Donc on a un rôle d'information, on a un rôle d'intervention sur la compensation du handicap et on a notamment donc un rôle sur l'insertion professionnelle et le recrutement. Également sur le conseil en formation et sur le maintien dans l'emploi. Donc, sur l'insertion professionnelle, on va accompagner les personnes sur le projet professionnel, on va les accompagner sur la recherche de formation et sur la recherche d'emploi. Pour les entreprises, on va intervenir sur la mise en relation, donc l'analyse des postes, la mise en relation de candidats et l'intégration des personnes et le suivi. Donc, on peut également conseiller sur les adaptations de postes et mettre en place les mesures comme Mme Franchetot, sur les mesures de la GFIP. J'y viendrai après sur des exemples. Voilà. Je propose qu'on passe à la page suivante sur le service public de l'emploi, donc le Pôle emploi. Donc, le Cap Emploi collabore avec le Pôle emploi. Nous sommes en partenariat étroit. D'abord, je vous présente comment fonctionne le Pôle emploi en interne. Le Pôle emploi ont dans leurs équipes des personnes ressources sur le handicap qui ont un degré d'expertise, qui vont pouvoir communiquer des informations auprès de leurs collègues. Donc, dans le cadre de l'accompagnement, naturellement, les conseillers accompagnent une part des personnes reconnues travailleurs handicapés, sachant que il y a à peu près 500 000 personnes reconnues travailleurs handicapés en recherche d'emploi, donc au Pôle emploi, et une part d'ailleurs sont accompagnées par le Cap Emploi, à peu près 250 000 en 2019. L'accompagnement des employeurs, alors il va y avoir tout ce qui est la mission de conseil, comme le fait le Pôle emploi, la mise en place de formations spécifiques et ce qui est gestion des offres d'emploi. Voilà. Alors, Cap Emploi et Pôle emploi collaborent naturellement sur des projets de recrutement. Je vais vous citer un exemple de projet qui peut être intéressant pour certaines entreprises qui ont du mal à recruter. Avec la CAPEB, qui est un syndicat dans le domaine du bâtiment, nous avons mis en place une formation avec le Pôle emploi et l'OPCO du bâtiment pour donc une formation qui dure 4 mois pour faire monter en compétence des personnes pour devenir secrétaires. Et cette formation de 4 mois va se poursuivre sur un contrat en alternance d'une durée d'1 année pour former des secrétaires dans des entreprises de bâtiment
donc des secrétaires polyvalents dans les entreprises de bâtiment. Voilà. Donc, je propose qu'on passe à la slide suivante et sur l'accompagnement. Donc, l'accompagnement sur les Cap emploi, donc on va avoir donc deux axes, l'accompagnement de la personne et l'accompagnement des employeurs privés, d'ailleurs publics aussi. Donc, d'abord, la première des choses, on va valider le projet parce que tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir poursuivre un contrat en alternance. Ça peut être par rapport au rythme, ça peut être par rapport au nombre d'heures, ou parfois le projet n'est pas un projet cohérent, donc on va travailler sur la validation du projet. À travers des entretiens, ça peut être des stages de validation de projet également dans des entreprises. On va analyser ensuite la question de la compensation du handicap. Tout à l'heure, il y a eu plusieurs exemples qui ont été cités à travers des personnes qui avaient une déficience auditive ou effectivement d'autres personnes qui avaient besoin d'autres adaptations. Donc pour ça, on va utiliser les prestations d'appui spécifiques dont parlait Myriam Franchetot pour évaluer, par exemple, pour une personne qui est sourde, quel sera son besoin en formation ou dans l'entreprise, soit en traduction, soit en système de voilà, comme la tablette tout à l'heure qui a été présentée dans le premier film. On va mettre en œuvre ces solutions avec le soutien de la GFIP et des appuis, il peut y avoir de financement, donc on va coordonner ça et mettre en place ces solutions. Ça, on le fait en amont de la formation pour que la personne bénéficie de ces solutions quand elle va entrer en formation. Donc ça, c'est propre à la personne pour ses cours. En même temps, ça nous aura permis de définir des adaptations et de faciliter le travail de l'entreprise de définition des adaptations quand la personne va rentrer dans l'entreprise. Ensuite, on va accompagner la personne sur sa recherche de formation et d'entreprise. Donc là, on va intervenir sur du conseil et on va accompagner individuellement ces personnes et on est en lien avec un certain nombre de centres de formation. Monsieur Pubert, effectivement, est un de nos interlocuteurs privilégiés. On va ensuite, quand la personne aura été embauchée, naturellement, on va suivre en emploi la personne. On la suit à 3 mois, parfois bien plus longtemps. On se tient à la disposition de l'entreprise et de l'entreprise. De la personne et de l'entreprise, ensuite. Pour les employeurs, eh bien, nous allons fonctionner de cette façon-là. On va diffuser des boucles de candidature régulièrement auprès de l'ensemble de nos employeurs. C'est aussi le cas, notamment, par exemple, du 92 et du 93, des Cap emploi 92-93. Un certain nombre de Cap emploi ont cette méthode, ce qui permet aux entreprises d'avoir des profils, de nous solliciter ensuite ou de solliciter directement les personnes. On fait bien sûr la gestion d'offres. J'ai régulièrement des entreprises qui me contactent et à ce moment-là, je leur transmets des candidatures avec le CV et une fiche qui indique les conditions d'emploi et les besoins d'adaptation ainsi que les points forts de la personne. On intervient sur des recrutements collectifs, comme tout à l'heure, je vais en parler pour la CAPEB, et on intervient, par exemple, dans le nettoyage sur des recrutements collectifs. Donc ça, c'est aussi une activité importante. On va conseiller sur les aménagements de postes et on va accompagner l'entreprise sur la mise en place des aménagements de postes. Par exemple, régulièrement, j'ai des entreprises qui, quand elles vont devoir financer l'aménagement de poste ou définir l'aménagement de poste, je vais leur expliquer, voir le médecin du travail, définir les adaptations, utiliser une prestation que l'on va mobiliser si c'est une adaptation un petit peu complexe à mettre en place. Très souvent, c'est un fauteuil ergonomique, c'est des choses relativement simples, et on va accompagner l'entreprise sur la mise en place du dossier de financement avec la GFIP, comme l'a conseillé aussi sur les aides financières que l'on vous a présentées tout à l'heure, c'est-à-dire l'aide des 8 000 € notamment, ou les aides à GFIP à ce niveau-là. Et on va poursuivre dans le cadre d'entretien le suivi pour s'assurer que tout se passe bien et pour réajuster s'il y avait des difficultés. Voilà, je propose qu'on passe à la slide suivante sur 2 exemples. Une personne qui a 36 ans, qui a été recrutée sur un BTS support action managériale, donc qui a été assistant manager. Il avait une expérience en logistique et en gestion. Il avait passé un bac lorsqu'il avait 18 ans. Il avait une limitation au niveau du port de charge, donc pas de limitation pour ce poste-là. Un organisme, une grande entreprise m'a contacté sur ce besoin-là. J'ai transmis 3 candidatures. Parmi les 3 candidatures, lui a été retenu. Donc les 3 ont été reçus. Lui a été retenu. Et donc j'ai apporté les informations à l'entreprise sur les aides financières auxquelles elle avait accès.
Donc ça, c'est première situation qui est assez commune. On remarque qu'il n'y a pas d'adaptation, et c'est le cas dans 80% des embauches. On va remarquer qu'il n'y a pas d'adaptation. Deuxième situation, une jeune femme de 23 ans qui a fait une licence RH, qui a été recrutée sur un master 1 RH en alternance dans une association de 300 personnes. Elle a fait des stages RH. Cette dernière année, l'année dernière, elle avait recherché en vain un contrat en alternance qu'elle n'avait pas trouvé. Donc l'année dernière, elle n'avait pas été en activité, mais elle avait fait des formations en parallèle. Elle avait fait sa licence il y a 2 ans. C'est quelqu'un qui a une difficulté alors qui a un trouble de dyslexie et de dysorthographie et qui a une difficulté pour l'orthographe et pour écrire. Donc, ce que l'on a mis, on a fait une prestation d'appui spécifique pour définir quel était le matériel qui pouvait compenser son handicap et quelles étaient les solutions à mettre en œuvre en termes d'organisation. On a acheté avec l'appui de l'AGFIP un logiciel de correction d'orthographe et de dictée vocale, ce qui permet à la personne d'être très à l'aise dans son poste et dans sa formation. Et cette personne, finalement, c'est le book qui a été envoyé à près de 2000 entreprises sur Paris. Dans ce book, une entreprise se profile à attirer l'attention de l'entreprise et on a transmis la candidature parce qu'on les transmis de façon anonyme, c'est des CV anonymisés, et l'entreprise a reçu la personne et l'a recrutée tout simplement. Voilà pour ma part. Et je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de recrutement. Merci, Monsieur de Maillard, pour cette présentation qui illustre l'action du service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, en faveur de l'alternance et notamment de l'apprentissage. Et donc maintenant, nous allons aborder le rôle des CFA en appui des entreprises et bien sûr des apprentis, et notamment en situation de handicap, avec l'intervention de Monsieur Antoine Pubert du CFA CERFAL. Bonjour, je découvre en même temps, parce que c'est Grégoire qui est mis en forme. On a échangé hier soir sur le document. Donc le CFA CERFAL, un centre de formation d'apprentis, tout à l'heure on en a parlé avec Christophe Serroux, un CFA historique qui existe depuis 1988 et donc qui est devenu au travers de la loi du 5 septembre 2018, un organisme de formation d'apprentis. Donc, c'est une association avec un organisme gestionnaire et qui est donc maintenant organisé au travers de la nouvelle législation. D'ailleurs, petite parenthèse, les CFA donc ont une obligation, ce qui pesait aussi sur nous, qui est celle d'être certifié au travers de la qualité, donc qui est devenu certifié Calliope, parce que c'est le nom de la certification. Voilà, on vient de passer l'audit, je ne sais pas si c'est brillamment, mais en tout cas, nous avons eu la certification. Donc, une organisation qui est une organisation complexe. C'est un CFA multiprofessionnel, centre de formation d'apprentis, au départ sur le territoire régional et qui fonctionne avec ce qu'on appelle des unités de formation d'apprentis. Donc, nous avons un établissement intégré et 51 établissements déconcentrés sur le territoire de l'Île-de-France. Et sont venus s'ajouter des établissements du centre Val-de-Loire, là, un établissement qui est à Châteauroux, et de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y a un autre établissement à Rochefort, puisque nous avons signé un accord avec la Fédération de la Sécurité. Donc, ce sont 2 établissements dans cette activité. Donc, 52 au total lieux de formation, et alors ce sont les chiffres anciens, mais je pense qu'ils ne seront pas très différents, puisque c'était début 2020, de 4500 apprentis. Voilà. Peut-être un petit peu plus avec les apprenants, on en a parlé tout à l'heure, avec des stagiaires qui peuvent être scolarisés donc dans les CFA dans l'attente de la signature d'un contrat, donc qui est une disposition exceptionnelle de l'allongement de cette possibilité pour des jeunes qui sont en recherche, enfin, jeunes et moins jeunes. Donc une offre de formation très large puisqu'il y a plus de 110 diplômes qui vont du CAP au Master 2, avec
de nombreux secteurs. On est bien multiprofessionnel, la bureautique, l'assurance, l'audiovisuel, l'informatique, la comptabilité-gestion, le génie énergétique et climatique, de l'industrie, maintenant même des établissements de l'enseignement agricole. Donc c'est très très large. Donc pas d'apprentis sans CFA et pas de contrat sans employeur. Pour les valeurs de notre CFA, les objectifs que nous sommes fixés, c'est de faciliter le placement des candidats, des apprentis, futurs apprentis, avec un traitement des offres dans un extranet qui est hébergé sur notre site internet, auquel donc peuvent accéder les entreprises, et puis un encadrement des apprentis au travers du suivi, au travers de l'animation, je dirais, de leur recherche. L'objectif là qui va nous concerner évidemment et qui me concerne, puisque je suis référent handicap, c'est de faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap dans un établissement, le CFA, qui est de droit commun. Donc dans ce qu'on peut appeler le milieu ordinaire, donc qui correspond bien aux notifications du handicap dans l'orientation professionnelle. Et puis, au travers de cette offre assez large de formation et de ces ressources, on essaie aussi de favoriser et d'encourager les suites de parcours, donc les montées en compétences, lorsqu'elles sont possibles, et évidemment l'accès à l'emploi, qu'il ne faut pas négliger. Donc, quelle organisation est mise en place et quel est le rôle un petit peu du référent handicap, comment on peut s'appuyer pour un employeur, pour une entreprise sur cette ressource. Donc, pour accueillir des personnes en situation de handicap, en ce qui me concerne, je m'appuie sur, puisque vous avez vu qu'il y avait 52 lieux et que je n'ai que 2 jambes, je m'appuie sur des correspondants handicap dans les établissements. J'en ai un petit peu plus de 35, je crois qu'ils sont déjà identifiés, qui sont mes relais, si vous voulez. Leur rôle, enfin notre rôle, je leur demande de m'alerter, c'est d'identifier, dans un premier temps, les personnes qui correspondent, qui présentent les particularités du handicap. Nous les accompagnons au travers d'un plan d'accompagnement individualisé pour identifier la personne dans les contre-indications et les limitations. Donc l'expression des limitations, les contre-indications, c'est une notion médicale, mais les limitations, ce qu'elle peut faire, ou plutôt ce qu'elle ne peut pas faire, et donc par défaut, ce qui lui est permis de faire, et donc comment, en tenant compte de ces éléments, on peut faire des préconisations pour aménager avec l'équipe de formation le parcours de formation, et puis pour les préconisations qui ont un retentissement au poste de travail, à l'employeur. Donc, elles peuvent être très très simples. Je ne sais pas, ça peut être la reformulation des consignes, ça peut être le fait d'utiliser la loupe Windows pour l'agrandissement du texte, par exemple. Donc, ce sont des choses qui ne nécessitent pas forcément, M. Demaillard en parlait tout à l'heure, des investissements très importants. Donc, le référent que je suis et avec le correspondant assure l'entretien de la personne, on rédige un document, on le fait contresigner par l'apprenti, le responsable pédagogique s'engage, ou le responsable de l'unité de formation d'apprenti, et puis en garantissant la confidentialité de cet entretien, on partage les informations avec les formateurs et ces informations par la suite sont transmises à l'employeur. Les informations de santé qui figurent sur le document n'ont pas vocation à être transmises, à l'inverse, puisque pour nous, elles sont couvertes par le secret professionnel. On tient compte de la limitation, pas du handicap. On tient compte de ce qu'il va falloir faire pour compenser l'écart avec une situation ordinaire. Et dans 80% des cas, François Demaillard le disait tout à l'heure,
il n'y a pas besoin d'adaptation. Elles sont naturelles. Je dirais que c'est plutôt la prise en compte. Donc on est souvent dans un travail explicatif pour éviter les a priori de représentation négative du handicap. Ça n'est pas très compliqué, il y a des choses qui sont de bon sens et relativement simples à faire. Donc le référent handicap peut mobiliser les aides et les majorations du coût contrat. Donc il y a effectivement un arrêté, un décret et un arrêté qui sont à venir. Ils sont sur le bureau en commission interministérielle. Des prestations proposées, donc l'entretien, la réalisation d'un dossier MDP. Dans les questions posées, un bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, en principe, est bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé et peut avoir une notification de travailleur handicapé, mais l'allocation suffit. En revanche, pour ceux qui n'ont pas fait la démarche, donc je les aide à réaliser cette démarche en leur remettant le dossier, en leur indiquant le trajet pour faire la demande. Et je considère, et nous considérons qu'à partir du moment où la demande est déposée, la situation est déjà prise en compte. Donc, à l'issue de cet entretien et des prestations, on définit des aménagements pédagogiques, des aménagements de la formation et qui vont jusqu'au retentissement dans l'aménagement des examens. Donc, ce sont les mêmes choses, par exemple, l'usage de l'ordinateur, donc qui peut être utilisé pour la prise de cours et pour composer à l'examen. Par exemple, pour quelqu'un, comme le disait tout à l'heure François de Maillard, qui n'arrête pas de citer, pour la difficulté de quelqu'un qui n'est pas scripteur, donc qui a des difficultés graphiques à écrire. Donc le référent handicap, interlocuteur de la GFIP pour certains financements, on a vu tout à l'heure la RHF et les subventions, donc le dossier d'intervention dont on a parlé aussi pour mobiliser les aides. J'explique parfois, je viens en soutien pour expliquer la démarche et parfois même j'envoie le dossier de demande d'intervention pour que l'employeur puisse solliciter l'aide à l'embauche de l'apprenti ou les autres aides qui puissent être demandées à la GFIP. Voilà. Merci, Monsieur Pubert. Nous vous proposons maintenant de venir sur le témoignage de l'OPCO Acto pour illustrer, donc, encore une fois, de quelle façon les opérateurs de compétences appuient du coup leurs entreprises adhérentes sur le développement de l'apprentissage et favorisent les parcours en apprentissage dans ces entreprises. Monsieur Jeannot, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, j'arrive un peu en bout de course, mais comme également un élément faisant partie de l'écosystème pour accompagner les entreprises dans leur recrutement et aussi agir en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Donc Acto, c'est un des 11 opérateurs de compétences qui intervient comme les autres opérateurs de compétences sur 4 grandes missions que sont le développement de l'alternance. Donc on en a largement parlé depuis une heure, mais j'y reviendrai sur le cas de l'apprentissage et le handicap. Mais nos missions, ce sont également accompagner prioritairement les PME sur la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et ça fera aussi du lien avec tout ce qui a été dit là depuis le début. C'est également accompagner les branches, cette fois-ci, sur les évolutions en termes de compétences. Donc là, on est davantage sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur un niveau sectoriel. Et puis, c'est aussi accompagner les branches sur les certifications. Donc ça, ce sont les missions classiques d'un OPCO. Bien entendu que ensuite chaque OPCO développe son offre de service, bien entendu pour répondre déjà à ces missions qui lui sont
affectés par l'État, mais également par rapport à des spécificités de nos branches. Alors Acto, c'est 27 branches, je vais pas citer les 27, mais je vais vous en citer quelques-unes qui ont déjà été mentionnées depuis le début de ce webinaire. Tout à l'heure, il a été mention de l'hébergement-restauration, qui recourt à l'apprentissage et à l'apprentissage de personnes handicapées. Donc, on retrouve la branche de l'hébergement-restauration, on retrouve la branche du commerce de gros, on retrouve la branche du travail temporaire, que je connais mieux, puisque pour ma part, je représente Acto, mais j'interviens depuis des années auprès des entreprises de travail temporaire. C'est également les services de l'aérien, c'est également la propreté, c'est également la prévention sécurité, c'est également les organismes de formation. Alors, c'est pas exhaustif, mais je vous ai cité 5, 6 des branches qui concentrent le plus d'emplois au regard de l'ensemble des branches qu'on accompagne. Donc, comme je l'indiquais à l'instant, on intervient bien sûr sur l'appui auprès des entreprises dans le cadre du développement de l'alternance. Alors, peut-être quelques chiffres de formation. Acto, en Ile-de-France, c'est 300 000 salariés qui sont formés. C'est 27 000 contrats en alternance. Donc, dedans, on retrouve aussi bien le contrat de professionnalisation que le contrat d'apprentissage. Et c'est également la formation pour plus de 3 000 demandeurs d'emploi. Donc, ça fait le lien avec, encore une fois, ce qu'on se dit depuis le début, c'est comment nous, en tant qu'opérateurs de compétences, on va accompagner les entreprises à la fois, bien entendu, à la gestion des compétences de leurs salariés, mais également comment on va accompagner les entreprises à attirer des compétences, puisque, alors, indépendamment, bien entendu, du contexte qu'on vit depuis plusieurs mois, qui chamboule l'économie de ces entreprises. Pour autant, on est dans des branches qui, jusqu'à encore récemment, rencontraient des difficultés importantes de recrutement. Pourquoi? Parce que des métiers parfois méconnus ou avec des stéréotypes de la part du grand public. Donc, on a tout un travail aussi d'accompagnement auprès des partenaires. Donc, c'est là où ça fait du lien avec, par exemple, le Cap Emploi, mais également Pôle Emploi qui ont été cités, de voir comment on déconstruit aussi les clichés qu'il peut avoir vis-à-vis des métiers et comment donc on travaille sur ce rapprochement entre les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi. Donc, pour revenir au sujet qui nous concerne, on a bien entendu une offre de services autour de l'apprentissage. Les partenaires sociaux d'Acto ont également mis des moyens particuliers dans le cadre du plan d'appui à la reprise d'activité. Alors, l'État a un plan de relance, Acto a un plan d'appui à la reprise d'activité qui s'appelle Acto Active. Donc, pour les entreprises qui seraient présentes aujourd'hui et qui relèvent du périmètre d'Acto, n'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers et conseillères qui sont en charge de vous accompagner pour rentrer dans le détail, puisque là, vu le temps imparti, je ne rentrerai pas dans le détail de ce plan particulier dans le cadre du soutien à l'apprentissage. Mais sachez en tout cas qu'on est en proximité avec les entreprises, parce qu'on le voit, et ça, en tout cas, je le constate encore davantage aujourd'hui, il y a quand même un nombre d'informations très importantes à maîtriser, que ce soit sur l'apprentissage ou sur le handicap. Et aujourd'hui, les entreprises ne sont pas toutes structurées. Je pense plus particulièrement aux PME, ne sont pas toutes structurées avec des experts au sein de leur structure, à la fois pour mettre en place de l'apprentissage ou recruter des personnes handicapées. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ces entreprises, elles ont la volonté, nous on le voit, lorsqu'on est en contact avec elles, elles sont dans une dynamique. Alors, bien sûr que là, je donne des grandes tendances, mais globalement, les entreprises ont à l'esprit qu'elles doivent jouer leur rôle sur l'accès à l'emploi des jeunes, surtout dans un contexte, encore une fois, où le taux de chômage chez les jeunes est très élevé, mais elles ont aussi à l'esprit qu'elles ont un rôle à jouer sur l'inclusion des personnes handicapées. Le problème qu'elles rencontrent aujourd'hui, c'est la multitude des acteurs et c'est également la multitude des informations. Donc nous, en tant qu'OPCO, on est là pour essayer je dis bien essayer, de simplifier à la fois l'appropriation des informations et aussi, et ça c'est important, on est là pour créer du réseau. Donc tous les acteurs qui sont intervenus aujourd'hui, que ce soit la GFIP, bien entendu sur la question du handicap, la GFIP est un partenaire incontournable, on a une convention avec la GFIP et dans cette convention, on s'est bien entendu fixé comme objectif de mener des actions en faveur, bien entendu, des personnes handicapées, mais en particulier dans le cadre de l'apprentissage. Donc, on a essayé aussi de structurer
à la fois un réseau, comme je vous le disais, bien sûr Cap Emploi 75, c'est aussi un partenaire incontournable, Pôle emploi, je vais pas revenir, bien entendu les CFA, on voit en tout cas que il est primordial de pouvoir entretenir ce réseau et construire ce réseau, parfois à la place des entreprises qui, elles, ne vont pas avoir le temps. Donc, sur le handicap, par exemple, on a développé, au démarrage, c'était une initiative du travail temporaire, mais aujourd'hui qui est en train de se diffuser auprès des autres branches du périmètre d'Acto, mais on a diffusé une démarche qui s'appelle Parcours TH. Là aussi, vous pourrez retrouver des informations sur le site d'Acto. Et encore une fois, vous pouvez contacter les conseillers, conseillères et délégués d'Acto qui vous accompagnent. Et cette démarche est soutenue d'ailleurs, est soutenue par la GFIP. Et ça repose vraiment sur ce que je vous disais à l'instant, c'est comment on va construire, alors bien sûr, une offre de service, mais comment on va construire ce réseau autour de l'entreprise ou avec l'entreprise. Comment on intègre l'entreprise avec Cap Emploi, comment on intègre l'entreprise avec à la GFIP, comment on intègre l'entreprise avec les CFA. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous, on mobilise des entreprises qui rentrent dans cette démarche, et une fois qu'elles sont rentrées dans cette démarche, elles vont traiter de thématiques en lien avec le handicap et l'apprentissage à certains moments. Tout à l'heure, vous parliez de la compensation. Clairement, une entreprise peut être dépourvue face à des situations. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir, par le biais d'ateliers qu'on va mettre en place et une fréquence dans nos ateliers, de les professionnaliser sur ces thématiques. Donc, Parcours TH, c'est ça. C'est en fait la constitution d'ateliers qui sont à une fréquence trimestrielle et qui vont explorer une thématique du handicap et qui font réfléchir collectivement les entreprises. Donc, on est sur des groupes assez restreints, d'une dizaine d'entreprises, mais qui sont face à des problématiques et on fait intervenir les experts, comme être Cap Emploi ou AGFIP ou des prestataires de l'AGFIP pour traiter de ces thématiques. Et ensuite, pour conclure, parce que je vois le temps qui file, concernant l'apprentissage et le handicap, on intervient aussi auprès des entreprises sur, comme je vous le disais, le rapprochement entre les candidats et les candidates. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il n'y a pas un manque de volonté des entreprises de recruter des personnes handicapées, c'est juste qu'elles sont un peu dépourvues pour certaines d'entre elles sur comment on recrute une personne handicapée. Est-ce que c'est spécifique de recruter une personne handicapée? Et ça, c'est à nous, dans le cas, donc je vous le disais, soit de démarches comme Parcours TH ou des démarches plus individuelles, de travailler main dans la main avec Cap Emploi, mais pas que, Pôle emploi, mais c'est vrai que c'est souvent quand même Cap Emploi, de travailler à l'accompagnement de l'entreprise et aussi du demandeur d'emploi handicapé. Tout à l'heure, j'entendais aussi les représentations qu'on peut se faire sur le handicap. Les représentations, c'est de part et d'autre. Hein. Ça peut être les représentations que sont l'entreprise, mais ça peut aussi les représentations que sont les personnes handicapées. Et ce qu'on constate aussi, et vous le découvrirez certainement pas, c'est le plafond de verre. C'est le plafond de verre des demandeurs d'emploi. Donc, c'est à un moment donné comment aussi on va les accompagner dans leur démarche de rapprochement avec les entreprises. Donc, notre action, nous, en tant qu'OPCO, en tant qu'ACTO, c'est à la fois d'accompagner l'entreprise et d'accompagner les partenaires et les individus pour que la rencontre se fasse. Et donc, juste pour illustrer par un cas concret, on a un jeune, alors c'était en 2019, on travaille beaucoup aussi avec les missions locales, alors moins sur le volet du handicap, puisque on le sait, 80% des demandeurs d'emploi handicapés sont au Pôle emploi. Donc, il y a une part très, très congrue auprès des missions locales, mais dans le cadre d'une démarche qu'on a avec les missions locales, on a dans le recrutement, il s'est avéré qu'il y avait une personne handicapée et donc ce qui s'est passé, c'est que elle a donc c'était pour une entreprise de travail temporaire avec une mission saisonnière, une entreprise qui délègue sur les métiers du déménagement, donc avec une saisonnalité surtout l'été. Donc l'entreprise au démarrage avait le projet de recruter un jeune. Là, on n'avait rien à faire de savoir quel était son âge, son couleur, est-ce que la personne est handicapée ou pas. C'était je souhaite recruter des jeunes et faciliter les jeunes dans leur mise à l'emploi. Et en fait, ce qui s'est avéré très rapidement, on s'est rendu compte que la personne était handicapée. Bon, il n'y avait pas à ma connaissance, il n'y a pas eu d'adaptation. Là, vous parliez, Monsieur Pubert, des adaptations qu'il peut y avoir dans la CFA, mais on sait bien aussi que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'il faut obligatoirement une adaptation du parcours. Là, moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'adaptation du parcours. Mais ce qui a été intéressant, c'est que le jeune a suivi une petite formation de 5 jours pour savoir ce qu'était
le métier du ménagement, parce qu'il venait d'un tout autre domaine, hein, il avait un CAP carreleur, donc rien à voir. Il a été formé, il a ensuite été mis à l'emploi, donc pendant 3-4 mois, il a eu des missions intérim en tant qu'intérimaire. Et puis, il y a eu un contrat d'apprentissage à l'issue, c'est-à-dire qu'il y a eu une progression dans à la fois l'acquisition d'expérience, mais aussi l'acquisition des compétences. Donc, à l'issue de ces 4 mois, il y a eu la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec je crois que c'est un BTS sur les métiers du déménagement qui a été conclu. Donc, on est vraiment entré dans une trajectoire. On y est allé par étapes. Et ça, alors bien sûr que ce n'est pas systématique qu'on met en place ce type de parcours, mais c'est aussi ce qu'on peut apporter auprès des entreprises, auprès de nos partenaires, parce qu'on va avoir le cas de figure de jeunes handicapés qui peuvent accéder directement à l'emploi sans aucun SAS formation, mais on a aussi, et c'est l'objet de notre webinaire de ce matin, des jeunes qui ont besoin de passer par la phase formation et il peut y avoir des phases pré-formatives avant l'apprentissage. Merci, monsieur Jeannot. Donc, simplement, donc on a un petit peu débordé de l'heure et on ne voudrait pas vous retenir outre mesure par rapport à ce qui avait été convenu. Donc, je vais simplement vous partager quelques ressources utiles et vous redire de toute façon que vous aurez les supports, le support en tout cas qui a été présenté aujourd'hui. Et vous aurez aussi un document qui récapitulera les questions qui ont été posées et les réponses. Certaines ont déjà été données dans le cadre du fil de conversation et d'autres pourront vous être données par écrit si ce n'est pas le cas pour l'instant ce matin. Donc voilà, simplement attirer votre attention sur ces ressources qui figurent à la fin de ce support vers le portail alternance du ministère du Travail et de l'Emploi qui vous permettra de vous renseigner sur l'apprentissage de manière générale et vous donnera notamment accès à un stimulateur de rémunération et d'aide pour les entreprises. Également un lien vers la présentation plus précise des mesures du plan de relance de l'État, vers un lien vers la présentation de l'offre de services et des aides de l'AGFIP pour les employeurs. Et puis enfin, un autre lien aussi à connaître, un portail national d'information qui présente les droits et démarches pour les personnes en situation de handicap, monparcourshandicap.gouv.fr. Donc voilà pour ces différents liens que vous pourrez retrouver dans le support qui vous sera diffusé, ainsi donc que cette foire aux questions. Et puis vous redire que voilà le webinaire sera également disponible en replay, en vidéo sur le site du Prix d'Île-de-France et je pense aussi sur le site de l'AGFIP. Et donc vous remercier de votre participation en espérant que ce webinaire vous aura intéressé et aura répondu à certaines de vos questions sur ce sujet de l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Et puis remercier également les différents intervenants qui ont pu vous apporter leur regard et leur expérience sur le sujet. Donc je vous remercie et je vous souhaite donc une bonne fin de journée à tous.